connexion elle est mauvaise, il est à Tahiti. Et bien sûr, pour les questions que vous allez poser, il va répondre. Alors, Christophe Dupont, tout le monde le connaît, hein, c'est le premier orateur de la CPP et je pense que il nous fait honneur maintenant de parler de si loin et espérons de le retrouver très bientôt après cette pandémie. Je passe la parole à Christophe Dupont. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le sujet de mon exposé aujourd'hui est les HMO en pédiatrie, une recherche qui avance. On sait déjà pas mal de choses sur les HMO, on connaît un certain nombre de noms correspondant aux HMO. Le 2FL est quantitativement le HMO le plus important, environ 30% des HMO. La plupart des femmes sont sécrétrices de 2FL, 80%. Les laits maternels riches en 2FL ont des avantages objectifs vis-à-vis des laits à taux faible, un microbiote plus riche en bifidobactéries, une meilleure protection vis-à-vis des gastro-entérites. Actuellement, il est possible de synthétiser des HMO identiques structurellement à ceux du lait maternel humain. L'EFSA et la FDA, c'est-à-dire les agences européennes et américaines, ont autorisé l'utilisation du 2FL et du LNNT dans les laits pour nourrissons et le lait de suite. Ce mélange stimule la croissance des bifidobactéries et pourrait prévenir la survenue des bronchiolites chez le nourrisson. Il y a trois types de HMO, les HMO fucosilés, neutres, non fucosilés et sialisés. Les HMO neutres sont ici en noir, LNNT en particulier. La fucosylation transforme ces HMO en HMO fucosilés et les HMO sialylés sont sialylés car il y a addition d'un radical N-acétique noramique. Ces trois catégories de HMO sont étudiées car elles sont ensemble dans le lait maternel avec des concentrations différentes, ce qui fait qu'il est assez difficile actuellement de savoir exactement quel est le rôle de chaque HMO en termes de stimulation, prévention, etc. etc. Les HMO, les fucosilés, c'est à peu près la moitié. Vous voyez, les HMO fucosilés, c'est 35-50%, essentiellement représentés par le 2FL et le 3FL. Les HMO sialylés, c'est à peu près 15%, et les HMO qui sont neutres sont moins importants, comme vous voyez ici, le LNT en particulier. Ces HMO, lorsqu'ils sont fucosilés, c'est grâce à la fucosylase qui entraîne l'addition de la fucose en 2'. Et vous pouvez avoir également une addition de la fucose en 3', et dans ces cas-là, vous avez besoin d'une fucosyltransférase 3. Or, il se trouve que cette fucosyltransférase 3 est le système de groupe sanguin Lewis. C'est la même chose. C'est pour ça que le groupe sanguin intervient dans les HMO, tout simplement parce que ce groupe sanguin correspond à la fucosyltransférase 3. De sorte que, lorsque vous analysez les HMO, vous pouvez avoir toute une série de présentations différentes. La présence ou non du gène sécréteur pour la fucosylase 2, ou la présence ou non du gène Lewis positif pour la fucosylase 3. Et vous avez donc des situations où le gène sécréteur est négatif et Lewis est négatif, ou bien sécréteur positif et Lewis négatif, ou bien tout est positif, ou bien sécréteur négatif ou Lewis positif. Et donc, vous voyez bien que la composition très variable en fonction de ces diverses enzymes rend quelquefois l'interprétation des données un peu compliquée. Alors, les HMO sont probablement essentiellement liés au développement du microbiote digestif. Quand on essaie de voir simplement de quoi il s'agit, globalement, le microbiote digestif peut se développer de façon amicale, on va dire, pour l'individu. Au contraire, ce sera le développement des pathogènes. Les HMO vont réduire le développement des pathogènes. Les HMO servent en quelque sorte de leurre pour les bactéries et les virus. Les HMO se fixent dessus et les empêchent ces agents pathogènes de fixer sur la muqueuse intestinale. Mais il y a probablement d'autres actions, notamment peut-être une action sur les jonctions cérébrales, peut-être sur le fonctionnement cellulaire, également sur un composant de la membrane cellulaire au niveau de l'intestin qui est le hypocalypse.
quand on essaye de synthétiser la pensée sur ce sujet, ce qu'on voit, c'est que lorsque les sujets sont non sécréteurs, à ce moment-là, eh bien, les bactéries peuvent se fixer sur la muqueuse digestive. Lorsque, au contraire, le lait maternel est sécréteur, à ce moment-là, il existe des formes fucosylées dans la lumière sur lesquelles les bactéries vont pouvoir se fixer. C'est une sorte de leurre qui empêche ces bactéries fucose dépendantes d'aller se fixer sur la muqueuse intestinale. C'est une protection très claire contre l'infection par certains germes pathogènes. En fait, c'est pas que les HMO seuls, il n'y a pas que les HMO qui jouent un rôle, il y a les HMO et également il y a les glycoprotéines. En essayant de synthétiser, lorsqu'il n'y a pas de HMO, lorsqu'il n'y a pas de HMG dans le milieu, vous avez un développement des espèces bactériennes saprophytes ou amicales, on va dire, ou bien celles qui sont pathogènes. Lorsque vous avez les HMO et que vous avez des glycoprotéines, vous avez une prolifération qui est réduite, mais toujours avec la prolifération de ces bactéries qui sont dépendantes de fucose. Et lorsque vous avez des HMO et des HMG avec un statut sécréteur, à ce moment-là, vous avez uniquement les bactéries, on va dire, amicales, saprophytes, qui peuvent se développer. Alors, l'important est de savoir maintenant quel est le type de protection qu'on peut avoir, et il y a eu toute une série d'études faites, et maintenant on a des études qui sont plus récentes, comme vous voyez, les études qu'on va regarder sont des études qui sont récentes, 2020-2021. Cette étude faite au Bangladesh analyse la présence de FUT2 et de FUT3 qui permettent la présence de formes fucosylées en 2' ou 3' sur les infections respiratoires. Le but, c'était d'arriver à voir l'influence des gènes sur ces infections respiratoires. C'est une étude prospective, presque 250 enfants au Bangladesh, âgés de moins de 2 ans. On a analysé leur statut sécréteur et Lewis. Encore une fois, sécréteur, c'est fucosilase 2, Lewis, c'est fucosilase 3. Les gènes ont été séquencés. Les mères étaient sécrétrices dans la majorité des cas, et on a regardé le microbiome pour voir s'il y avait une influence. Lorsqu'on regarde les infections respiratoires, on s'aperçoit qu'elles sont essentiellement présentes à partir du 2e mois de vie. Vous voyez ici, relativement peu, ici, un nombre très élevé d'infections respiratoires qui décroît progressivement au fur et à mesure que l'enfant va grandir. On imagine bien que si on voit quelque chose, ce sera dans cette zone-là, puisque c'est dans cette zone-là qu'on voit le plus de manifestations respiratoires. Alors, en pratique, ce qui a été observé dans cette étude faite au Bangladesh, encore une fois, chez les enfants qui sont nourris de ça, eh bien, c'est que le statut sécréteur maternel est lié à la réduction des événements respiratoires. Dans la période qui va de la naissance jusqu'à 6 mois, l'incidence était de 0,66, donc très inférieur à 1. En revanche, après, il n'y avait pas de modification. Et très important, il n'y avait pas, avec cette variation, on va dire, en fonction de FUL3, de modification du microbiome nasopharyngé. Autrement dit, il y a une réduction des infections respiratoires, mais il n'y a pas de modification du microbiome nasopharyngé. Ce qui veut dire que l'action de ces HMO ne passe probablement pas par le microbiote pharyngé. Peut-être que ça passe par autre chose, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc globalement, cette étude montre que les HMO fucosylés dans les nerfs contribuent à la protection contre l'infection respiratoire, et le mécanisme reste pour l'instant toujours très mystérieux. Quand vous regardez l'effet du statut sécréteur, vous comptez l'effet du statut non sécréteur et l'effet du statut Lewis, encore une fois, Lewis, c'est la fucosilase 3, c'est-à-dire non pas la 2, mais la 3 comme vous voyez ici. Vous voyez que le statut Lewis ne joue absolument pas de rôle, alors que le statut sécréteur joue un rôle, avec une réduction très nette des infections respiratoires entre 0 et 6 mois. Donc on a l'impression qu'avec cette étude, c'est surtout le statut sécréteur qui est important, plutôt que le statut Lewis. Donc la fucosilase, la nature de la fucosylation probablement est également très importante. Alors vous avez ici une autre étude qui a été importante également, qui est récente, comme vous voyez également. Ce ne sont pas des enfants qui sont allaités, ce sont des enfants qui nourrissent au biberon. Alors ces enfants nourris au biberon, ils ont fait l'objet d'une étude très claire, randomisée, en double aveugle, c'était des enfants
à terme sain, qui était nourri avec une formule standard, ou avec la même formule, mais qui contenait ces deux HMO qui sont autorisés actuellement, le prime-lactose et le lacto-M tétraose. Les enfants étaient enrôlés entre 0 et 2 semaines de vie jusqu'à l'âge de 6 mois. Et après ça, ils avaient une formule infantile qui n'était pas enrichie en HMO. Il y avait un groupe d'enfants nourris au sein comme groupe de référence. Quand on regarde chez ces enfants l'effet sur les infections, on peut analyser l'effet sur la consommation d'antibiotiques et sur la survenue de bronchite. On voit qu'on a un effet significatif, vous voyez, sur l'utilisation d'antibiotiques chez les enfants de 0 à 12 mois. On ne voit pas l'effet sur 0 à 6 mois. C'est intéressant car ces HMO étaient donnés pendant les 6 premiers mois de vie, mais on voit un effet qui est entre 0 et 12 mois, alors qu'on ne voit pas vraiment entre 0 et 6 mois, comme si on avait une prolongation de l'effet préventif. Et on a une réduction de la consommation d'antibiotiques, mais également une réduction de la fréquence des bronchites. Et là, on s'aperçoit qu'on a une réduction qui est à la fois de 0 à 6 mois et également de 0 à 12 mois. Donc, protection qui s'exerce dès le départ et qui va durer après 6 mois, alors même que les HMO ne sont plus consommés. Pas de modification sur la consommation d'antipyrétiques. Alors, une étude a été faite très très soigneuse sur le microbiote de ces enfants, qui permet de montrer quelque chose qui paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Vous avez ici, en jaune-orange, les enfants qui sont nourris au sein. Vous avez ici les enfants témoins, c'est-à-dire qui recevaient la formule infantile naissant et HMO, ici l'enfant test qui recevait la formule avec des HMO. Comme vous le voyez, quand on regarde ici la diversité du microbiote, eh bien, elle est beaucoup plus importante, la diversité, lorsque les enfants reçoivent une formule infantile non enrichie en HMO, alors que la diversité est moins importante lorsque les enfants sont nourris au sein. Et quand vous rajoutez des HMO, vous réduisez la diversité. Quand vous regardez ici la concentration en bifidobactéries, vous voyez qu'il y en a beaucoup chez les enfants qui sont nourris au sein, beaucoup moins lorsque les enfants sont nourris avec une formule infantile non enrichie en HMO. Quand vous ajoutez des HMO, ça augmente la concentration de bifidobactéries. C'est le contraire pour les Escherichia coli. Les Escherichia, vous avez peu lorsque les enfants sont nourris au sein, plus lors de la formule test, et quand vous mettez des HMO, vous réduisez la concentration en Escherichia. Et vous avez un peu le même effet avec les Peptostreptococcus. Donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement une influence sur le microbiote qui est assez importante. Cette influence sur le microbiote, alors ça me paraît encore plus compliqué, mais finalement ça n'est pas si compliqué, j'ai entouré ce qui était important à voir. Ça varie en fonction du mode d'accouchement, selon qu'il y a une césarienne ou bien un accouchement par voie vaginale. Vous avez ici le lait de mère, ici le témoin, la formule contrôle, c'est-à-dire sans HMO, ici la formule F, c'est-à-dire avec les HMO. Et ici césarienne, ici voie vaginale. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, pour les bifidobactéries, eh bien, le taux de bifidobactéries chez les enfants nourris au sein est à peu près le même, que ce soit par césarienne, naissance par césarienne ou par voie vaginale. Et quand on regarde les bifidobactéries par la formule test, là on voit qu'il y a une différence entre la naissance par césarienne et la naissance par voie vaginale, avec des modifications plus importantes lors de la naissance par césarienne. Pour les Escherichia, vous voyez une augmentation des Escherichia qui est beaucoup plus visible lors de la naissance par césarienne. Ce qui montre bien, et ici, lors de la concentration du Peptostreptococcus, vous voyez là encore également des modifications plus importantes lors de la naissance par césarienne. Ce qui montre bien que la naissance par césarienne perturbe probablement beaucoup plus le microbiote initial des enfants que la naissance normale par voie vaginale. Quand vous regardez les dissimilarités de microbiote qui s'expriment par l'épaisseur du trait entre les diverses situations, eh bien vous voyez que c'est essentiellement lorsque vous avez une naissance par césarienne que vous voyez les plus grosses similarités. Ici, ce sont les enfants nourris au sein, ici, ce sont les enfants recevant la formule sans HMO. Vous voyez que l'épaisseur du trait montre qu'il y a une dissimilarité extrêmement importante entre les deux. Alors ici, vous avez une autre étude qui a été faite, publiée en 2021, faite au Malawi, chez des enfants qui étaient nourris au sein, c'était diade mère-enfant. Alors dans cette étude, on a pris des prélèvements de
lait maternel à 6 mois postpartum, et toute une série d'éléments ont été analysés, la concentration HMO, l'abondance des formes fugacidées ou sialidées, les concentrations de 51 HMO individuels et de 6 protéines bioactives. C'est intéressant parce qu'il y a dans le lait de mer toute une série de choses qu'on ne considère pas forcément, mais qui sont potentiellement intéressantes. L'alpha-lactamine, la lactoferrine, le lysozyme, l'antitrypsine IgA et l'ostéoprotéine. Vous avez ici des modalités, c'est-à-dire l'analyse de la morbidité infantile en fonction de tous ces facteurs. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est pas évident de voir beaucoup de différences, mais il y a des modifications, notamment dans le pourcentage d'enfants avec diarrhée en fonction du statut sécréteur ou non de la mère. Quand on fait la concentration, quand on regarde la concentration de toutes les formes fucosidées, les formes fucosidées, les HMO dans le lait de mer de toutes les femmes, on peut trouver une concentration moyenne, et cette concentration moyenne permet de déterminer ceux qui sont au-dessus de cette concentration moyenne en gris et ceux qui sont en dessous de cette concentration moyenne. Donc, plutôt beaucoup de HMO en gris et plutôt pas beaucoup de HMO fucosidés en noir. Vous voyez que chez les enfants dont les mères sont sécrétrices, on ne voit pas de différence. Et chez les enfants dont les mères ne sont pas sécrétrices, là on voit une très franche différence, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de formes fucosidées, eh bien il y a beaucoup plus de diarrhée. Donc là encore, un effet extrêmement protecteur contre la diarrhée par ce moyen statistique de détermination de concentration élevée ou faible en HMO. Toute une série d'autres modifications ont été observées, en particulier chez les non-sécréteurs. On voit une association inverse entre la lactoferrine et l'accident de la fièvre. Lactoferrine plus basse, ça augmente la fièvre, c'est assez logique. Pour l'osteoprotéine et la prévalence de la perte de l'appétit, c'est intéressant de le voir, car ça permet de montrer que peut-être que l'appétit des enfants, et donc la possibilité de prendre du poids ou de la taille, peut varier en fonction de certains éléments qui ne sont pas forcément toujours pris en compte actuellement, et également une relation inverse entre les formes fucosidées et l'incidence de la diarrhée, la perte de l'appétit, avec un certain nombre d'autres marqueurs intéressants. Chez les enfants non sécréteurs, on voit une association positive entre la concentration totale de HMO et l'incidence de la perte de l'appétit ou l'élévation de la CRP à 18 mois. L'ensemble de ces analyses a été fait également chez les sujets sécréteurs, chez les enfants dont les mères sont sécrétrices, et on voit dans ces cas-là une association positive entre la concentration totale de HMO et la prévalence de la fièvre. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on a une concentration élevée de HMO, on a plutôt plus de fièvre? Ça n'est pas évident. Entre les formes fucosidées et l'incidence de la diarrhée, on a vu tout à l'heure la relation complexe entre les formes fucosidées de la diarrhée et les stades sécréteurs au long de la demande, et également une association positive entre la lactoferrine et l'élévation de la CRP à 18 mois. Donc, on voit dans cette étude la complexité que représentent les HMO et le fait que certaines HMO soient associées, de même que certaines protéines bioactives, à la morbidité infantile, à l'inflammation, et particulièrement chez les sujets qui ne sont pas sécréteurs. Alors, l'allergie est également un des domaines d'investigation majeurs des HMO actuellement. Je reprends cette étude qui n'est pas aussi récente que les précédentes, mais qui est très intéressante et qui a été faite par des Scandinaves. Cette étude scandinave a mesuré une série de HMO et elle a permis de mettre en évidence que la concentration dans le lait maternel, c'est une étude faite avec le lait maternel, la concentration de LNFP3 est plus faible chez les enfants qui ont une allergie aux protéines de lait. Autrement dit, lorsque la mère sécrète moins de LNFP3, à ce moment-là, l'enfant est plus à risque d'avoir une allergie aux protéines de lait de vache. Pratique, il y a des enfants qui reçoivent un lait de mère dont le taux est faible en LNFP3, et bien ils sont plus à risque de devenir allergiques aux protéines du lait de vache. Le mécanisme, pour l'instant, on ne le connaît pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont classifié de façon encore plus précise ces CMA, c'est allergie aux protéines du lait de vache, pardon,
Et il y a deux sortes d'allergies au protéines de vache, comme vous le savez bien, les formes retardées et les formes immédiates. Eh bien, lorsqu'on regarde les formes retardées et les formes immédiates, on s'aperçoit que les mères dont l'enfant ont présenté une allergie au protéines de vache retardée, en général, elles sont sécrétrices. Et les mères dont l'enfant a présenté une réaction immédiate, type IgE dépendant, à ce moment-là, ce sont des mères qui sont non sécrétrices. Il y a également, dans le domaine de l'allergie, en relation avec la dermatite atopique, les taux de certains HMO, qui sont marqués ici, eh bien, sont plus bas dans le lait de mère des enfants qui ont présenté une dermatite atopique par rapport à l'absence de dermatite atopique. Donc, là encore, une relation complexe, mais qui est intéressante, avec peut-être un effet protecteur de certains HMO, comme on peut le voir ici. Vous avez ici une classification très claire. Lorsque vous regardez chez tous les enfants, manifestation allergique, IgE, eczéma, pas de notification. Et lorsque vous voyez des enfants qui sont nés par césarienne, vous voyez une modification en fonction du statut FUT2 positif ou FUT2 négatif, ce qui montre bien, là encore, une part importante du microbiote probablement sur le développement de l'allergie aux protéines de vache, mais également le fait que la césarienne perturbe suffisamment le microbiote pour que vous ayez des modifications qui apparaissent que vous ne voyez pas lorsque vous ne sélectionnez pas cette population spécifique d'enfants étant nés par césarienne. Alors vous savez aussi que les HMO maintenant sont très analysés dans la croissance, car on a pu voir des modifications importantes de la croissance des enfants en fonction des HMO de lait maternel. Et là, c'est une étude qui a été faite dans 7 pays européens. C'est une étude avec très large, des enfants qui étaient sains, des mères qui étaient enceintes et qui allaitaient leur enfant, et les prélèvements de lait de mère ont été faits, ainsi que les paramètres des enfants. On voit que, eh bien, il y a une corrélation négative entre la concentration en LNNT, lacto-NT-Krauss, et les modifications de taille. On voit qu'il y a une corrélation positive entre le LSTC et le poids pour la taille. En revanche, il n'y a pas de modification entre la croissance et la composition corporelle en fonction du caractère Lewis ou sécréteur des HMO. Donc, modification de la croissance en fonction de certains paramètres. Ici, des HMO neutres, ici, des HMO sionisés, pas grand-chose en ce qui concerne les formes fucosées dont on a vu tout à l'heure, sont des formes qui sont essentiellement actives dans la prévention des infections. Autrement dit, si on veut résumer la recherche actuelle sur les HMO, eh bien, on s'aperçoit que les études les plus récentes confirment l'effet anti-infectieux des HMO et que les formes fucosidées probablement sont très importantes, mais qu'il y a une variabilité très importante en fonction des divers phénotypes, qu'il y a également une association entre les HMO dans la maternelle et la survenue d'une allergie alimentaire, très variable, on l'a vu, un peu complexe, et une variabilité également de l'association avec la croissance naturo-pondérale. Alors, c'est une recherche de mon point de vue qui est encore en pleine action. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on va bientôt disposer de données concernant la supplémentation par 5 HMO. Jusqu'à présent, il y en a 2. Et bien maintenant, il y a des formules infantiles qui va sortir, ou qui est déjà sortie avec des HMO contenant des formules infantiles contenant 5 HMO, 2FL, 3FL, LNNT, 3 lactose, 6 L6, saline lactose. Donc, ceci représente une part très importante de la concentration totale des HMO dans le lait maternel. Et donc, l'effet global et combiné de ces divers HMO sera potentiellement très intéressant à analyser. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre et d'avoir les dernières données des recherches. Donc sur le HMO, j'aimerais bien avoir pour les prématurés, est-ce qu'il y a d'abord pour les prématurés, est-ce que il va y avoir des
spéciale pour surtout les grands prématurés d'entérocolite, etc. Est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'il y a des études sur ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Rachid, tu m'entends? Bonjour Rachid, tu m'entendais là? Tu m'entends? Oui, Ouais. je t'entends très bien. Ok, très bien, je te remercie. Écoute, d'abord, je vous salue tous et je te salue toi en particulier. Je suis désolé, mais je suis à peu près à 20 000 km de distance, mais apparemment ça passe à peu près bien. Je suis très heureux de participer à cette réunion. J'espère que les questions que tu poses et que vous avez posées, que les réponses, ce sera possible de les entendre. Voilà. Alors, ces études sont faites actuellement chez les enfants à terme. On a des données, on commence à avoir quelques données chez les enfants qui sont prématurés et en fonction des concentrations chez les mères. Il n'y a pas encore d'études qui ont été faites, du moins à ma connaissance, sur les concentrations, la supplémentation de formules infantiles en HMO et l'utilisation chez les prématurés. Comme il y a un certain nombre de questions qui sont posées actuellement sur l'infection, sur la croissance, je pense qu'une réflexion est probablement importante à ce sujet-là, et on a dans l'idée, dans le comité de nutrition, justement d'analyser ces diverses compositions possibles de manière à voir ce qui est envisageable ou non dans le cadre de la nutrition infantile. Oui, il y a des questions. C'est Eda. Des questions. Tout cas, le sujet est passionnant et j'ai une note spéciale pour les organisateurs de ce congrès qui était excellent. Je remercie Dalila, le président de la CPP, et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que meilleur vœu pour l'année, et je passe la parole. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. J'espère que les choses vont s'améliorer. Oui. Ouais. Entendu, au revoir. Merci beaucoup. Un petit peu le temps pour passer au laboratoire Sanofi Pasteur, que nous remercions, ils sont toujours là. C'est des partenaires de la CPP. Et donc, et puis on a le plaisir d'écouter notre ami professeur Bouskraoui qui participe activement à notre congrès.